Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à l'étude des courbes. On voit donc essentiellement en dimension 2 et 3. On est donc dans un espace affine de dimension n, mais surtout 2 et 3. Alors, arc paramétré, c'est une application continue f d'un intervalle i de R vers E, qu'on peut noter couple IF. F de i est le support de l'arc. Si f est de classe CP, on dit que l'arc est de classe CP. Si J est un intervalle inclus dans I, l'arc J, restriction de F à J, sera noté, pour que ce soit plus simple, JF. Si M appartient au support F de I, on dit que M est simple, c'est un point simple, si F moins 1 de M est un singleton. Et on dit que M est multiple d'ordre M supérieur ou égal à 1. Enfin, on dit qu'il est d'ordre de multiplicité m supérieur ou égal à 1, si f moins 1, m est fini de cardinal m. Si m égale 2, ben, il est double, si m égale 3, il est triple, si m est supérieur ou égal à 2, le point m est dit multiple. Si I est le segment AB, donc A, B sont des réels, A inférieur ou égal à B. On dit que l'arc est fermé si le point f de A est confondu avec le point f de B. Exemple, f qui a t appartenant à 0 de pi associe le point M de coordonnées r cosinus t, r sinus t dans un repère du plan affine avec r strictement positif. Le support f de i est évidemment le cercle de centre O et de rayon R. O c'est le centre du repère. Et l'arc est fermé car f de O est égal à f de 2pi. Les points sont simples, sauf f de O égale à f de 2pi, qui est le point M de coordonnées R0. Et ce point-là est double. Bon, je ne fais pas la démonstration, c'est évident. Deux arcs paramétrés IF et JG sont équivalents, et on notera pour le moment qu'ils sont en relation, s'il existe un homéomorphisme phi de I vers J, tel que F égale G rond phi. Homéomorphisme, ça veut dire que phi est bijective, que est continue, et que phi moins 1 est continue. C'est une relation d'équivalence qu'on peut noter comme ça, ou bien avec trois petits traits, sur l'ensemble des arcs paramétrés. Démonstration, réflexivité, IF est en relation avec IF, parce qu'il y a l'identité qui est évidemment bijective continue, et la réciproque aussi, qui est un homéomorphisme, et F est évidemment égal à F rond identité. Si IF est en relation avec JG, on a cet homéomorphisme qui vérifie ça, eh bien on a phi moins 1, et phi moins 1 est continu aussi, puisque phi est un homéomorphisme. Donc phi moins 1 est une bijection qui est continue, sa réciproque continue, de J vers I, et on a G égale, de ça, on trouve que G est égal à F rond phi moins 1, donc JG est en relation avec IF. Et enfin, transitivité, donc ça c'était la symétrie, IF en relation avec JG, en relation avec KH. Donc on a un homéomorphisme ici, un deuxième ici, F égale G rond phi, G égale H rond phi, d'où F égale, je remplace G par H rond phi, je déplace les parenthèses, et j'ai donc cet homéomorphisme psi rond phi de I vers K comme composé de deux homéomorphismes, bien sûr, parce que si phi et psi sont continus, la composition est continue. Si phi et psi sont des bijections, la composition est une bijection. Et puis évidemment, la réciproque c'est phi moins 1 rond psi moins 1, et comme phi moins 1 et psi moins 1 sont continus, eh bien phi moins 1 rond psi moins 1 l'est aussi. Voilà, et donc on a psi rond phi de I vers K qui est un homéomorphisme, et donc IF est en relation avec KH, ce qui veut dire qu'on a bien affaire à une relation d'équivalence. Définition, les classes d'équivalence s'appellent des arcs géométriques et un représentant IF d'une classe est appelé un représentant paramétré de l'arc. Si deux arcs IF, JG sont équivalents, alors ils ont le même support. En effet, grâce à l'homéomorphisme phi de I vers J, comme F est égal à G rond phi, phi de I est égal à J, et F de I va être égal à G de phi de I, c'est-à-dire à G de J. La réciproque est fausse, si on considère cette application-là, et puis la même, mais on enlève 2pi, les supports sont les mêmes, et il n'y a pas d'homéomorphisme entre l'intervalle I et l'intervalle J, parce que I est compact et que J ne l'est pas.
si IF et JG sont deux arcs paramétriques équivalents, et si M appartient à F de I et d'ordre petit m supérieur ou égal à 1 pour IF, alors il est d'ordre M pour JG. Démonstration, on prend M appartenant à F de I, qui est la même chose que G de J. T appartient à F-1 de M, ça veut dire que F de T est égal à M. Donc, avec l'homéomorphisme phi de I vers J vérifiant F égale G rond phi, on va avoir G rond phi de T qui est égal à M. Et donc, phi de T qui appartient à G-1 de M. D'accord? Donc, de même, en remplaçant phi par phi-1, on va avoir ça, et T appartient à G-1 de M, implique que phi-1 de T appartient à F-1 de M. La restriction U de phi à F-1 de M est donc une application de F-1 de M vers G-1 de M. Alors ça vient d'où? Ça vient de petit 1. Le petit 1, ça montre que la restriction, puisque phi de T, à chaque fois que je prends T appartenant à F-1 de M, phi de T appartient à G-1 de M. Donc là, la restriction de phi U, que j'appelle U, de phi à F-1 de M, est donc bien une application de F-1 de M vers G-1 de M, puisque à chaque élément de cet ensemble-là, je peux correspondre à un élément de celui-là. Et le petit 2, alors le petit 2, c'est ça. Eh bien, le petit 2, il me montre que quand je prends T appartenant à G-1 de M, eh bien, j'ai phi-1 de T qui appartient à F-1 de M. Donc le petit 2, il me montre que U est une surjection. Alors comme U est la restriction d'une application bijective, elle est aussi injective, et donc tout ça, ça montre que U est une bijection de F-1 de M vers G-1 de M. Donc ces deux ensembles-là sont équipotents, et donc si l'un est de cardinal équipotent, c'est-à-dire qu'il y a une bijection entre les deux. Donc si l'un est de cardinal M supérieur ou égal à 1, ben, l'autre a le même cardinal. Conséquence, si l'arc IF est équivalent à l'arc JG, et si M est un point simple pour IF, ben, il va être simple pour JG. S'il est double, il sera double pour l'autre. S'il est triple, il sera triple pour l'autre. Et si IF n'a que des points simples, ben, JG va avoir que des points simples. Autrement dit, IF est simple si et seulement si JG est simple. D'abord, quelques rappels sur les homéomorphismes. I est un intervalle de R, phi de I vers R. Phi est continu. Si phi est continu, alors phi de I est un intervalle de R. Si phi est strictement monotone, il réalise une bijection de I vers phi de I, et phi-1 est strictement monotone de même sens que phi. Phi a des limites à gauche et à droite, en tout point où on peut évidemment étudier la limite à gauche ou à droite. Si phi est alors définition, phi est un homéomorphisme si phi est une bijection et phi-1 continue. Un homéomorphisme, c'est une application qui est bijective et continue, et sa réciproque continue. Alors phi, dans le cas où on a un intervalle phi, et puis un intervalle i et phi qui va de i vers r, eh bien phi est strictement monotone, phi-1 aussi, et les intervalles i et phi de i sont de même nature. Autre propriété, si phi est continu est injective, c'est un homéomorphisme. Si phi est continu strictement monotone, c'est un homéomorphisme. Si phi est un homéomorphisme de i vers j et que i est égal à segment fermé AB, alors j est aussi un segment fermé, qui est phi de A, phi de B, si phi est croissant, puisque phi est forcément strictement monotone. Donc soit croissant, soit décroissant. Si c'est décroissant, j est égal à ça. Propriété, IF, JG, deux arcs paramétrés, phi équivalent. Alors je dirais maintenant phi équivalent pour dire qu'il y a un homéomorphisme de I vers J tel que F égale phi rond J. Alors, IF fermé équivaut à JG fermé. IF fermé, ça veut dire que I est un segment et que F de A est égal à F de B. Donc G de phi de A est égal à G de phi de B. Donc JG est fermé, pourquoi? Parce que J, on sait que ça va être ça, si phi est croissant, ou ça, si phi est décroissant. Mais comme phi de A est égal à phi de B, dans les deux cas, ça nous donne bien que G est fermé. Propriété, on prend un arc géométrique grand A,
Donc un arc géométrique grand A, hein, par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est une classe d'équivalence. Hein. Ensemble d'arcs paramétrés équivalents. Soit IF et JG, deux représentants de cet arc. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un homéomorphisme phi qui vérifie ce genre de choses, d'accord? Et il est croissant ou il est décroissant. Eh bien, on dira que on définit une relation sur A en disant que IF est en relation avec JG si il existe un homéomorphisme croissant tel que IF et JG soient phi équivalents. Donc si j'en prends deux quelconques, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, soit phi est croissant, et à ce moment-là, on va dire que IF et JG sont en relation. Alors, on dira que IF et JG ont le même sens, ou qu'ils définissent la même orientation. Et on va montrer que c'est une relation d'équivalence sur cet arc géométrique. L'arc géométrique va avoir une ou deux classes, pas plus. Et on dit que l'arc géométrique est orienté si on donne un signe à ces classes. Plus s'il n'y a qu'une classe, plus, moins s'il y a deux classes. Dans ce cas-là, on choisit une classe à laquelle on donne le signe positif et l'autre le signe négatif. Et on dit qu'on oriente par cette clé. Démonstration. IF en relation avec IF en prenant phi égale identité, qui est strictement croissante, on l'a déjà fait. IF en relation avec JG, donc on a un homomorphisme si de I vers J tel que ça, et phi-1 est un homomorphisme croissant aussi, et on a G égale, je suis perdu, et on a G égale F rond phi-1, et donc on a bien la symétrie. Ça, la transitivité, on suppose que IF est en relation avec JG, qui est en relation avec KH, et donc on a deux homéomorphismes croissants, et on considère psi rond phi qui va de I vers K, c'est un homéomorphisme croissant. Comme F est égal à G rond phi et que G est égal à H rond psi, eh bien on a F qui est égal à H rond psi rond phi qui est croissant, et donc ça donne bien que IF et KH sont en relation, et donc on a bien une relation d'équivalence. Soit IF maintenant un représentant de l'arc géométrique A, et JG un autre représentant de A. Donc il y a un homomorphisme. Hein. Soit il est croissant, et à ce moment-là, c'est la même classe, ils sont en relation, donc ils définissent la même classe d'équivalence, et soit il est décroissant. Et à ce moment-là, ils ne définissent pas la même classe d'équivalence, et là, donc ça fait déjà deux classes d'équivalence. Alors maintenant, on prend KH, un autre représentant de A. Qu'est-ce qui peut arriver? Il existe psi qui va de I vers K, tel que F égale H rond psi. Si psi est croissant, si psi est croissant, F est en relation avec H, la classe de IF est égale à la classe de KH, et il se retrouve avec, c'est la même classe que ici, d'accord? Et si psi est décroissant, alors si psi est décroissant, j'ai G qui est égal à F rond phi-1, et donc comme F est égal à H rond psi, ça fait H rond psi rond phi-1. Alors, phi est décroissant, et donc phi-1 va être décroissant. Parce que là, je suis toujours dans le cas phi décroissant. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, phi-1 est décroissant. Et puis, je suis aussi avec psi qui est décroissant. Donc, psi rond phi-1 va être croissant, parce que je compose deux décroissants. Et donc, comme j'ai G qui est égal à H rond psi rond phi-1, et que ça c'est décroissant, comme homomorphisme, G qui est croissant, pardon, j'en déduis que G est en relation, que JG est en relation avec KH. Donc la classe de JG, c'est la classe de KH. D'accord? Donc je vois bien que si je prends un représentant KH de A, soit il va être dans la classe de IF, soit il va être dans la classe, j'étais dans ce cas-là, soit il va être dans la classe de IF, soit il va être dans la classe de JG. Donc il n'y a pas plus que deux classes. Et c'est gagné. Quelques rappels sur les dérivées et les dérivées successives. IF étant un arc paramétré, on a une fonction donc f définie sur l'intervalle i à valeur
dans l'espace affine grand O de dimension n supérieur ou égal à 1, si on prend un repère R de l'espace, f va être donné par ses coordonnées partielles, qui sont des fonctions de i vers R. F est continu si et seulement si chaque coordonnée partielle est une fonction continue sur i. F est de classe CP si et seulement si chaque coordonnée partielle est de classe CP. F est dérivable en A appartenant à I, si chacune donc est dérivable aussi. Ça équivaut à dire que la limite de f de t moins f de A sur t moins A quand t en vers A existe. Et c'est un vecteur de la direction de E. Pourquoi c'est un vecteur? Parce que f de t moins A, f de A, c'est en fait le vecteur f de A, f de t. Donc quand on passe à la limite, on obtient un vecteur. F dérivable si f est dérivable en tout t appartenant à I, et f' est donc une fonction de I vers la direction de E. Le proche en proche, on définit par récurrence f km, et donc f pm, il est obtenu comme étant la dérivée de fp moins unième. En fait, ça équivaut à dire que chacune est, comme je l'ai dit, de classe CP. Si f est dérivable, f de t est égal à f de a plus t moins a f' de a plus t moins a epsilon de t, où epsilon est défini de i vers la direction de E. Et la limite est le vecteur nul quand t tend vers A. En effet, il suffit d'écrire que la limite de ça, c'est f' de A. Donc ça fait f' de A plus epsilon de t, où epsilon de t tend vers 0. Et donc quand on multiplie par t moins A, on obtient ça. Et ça, en faisant passer f de A de côté, ça donne le vecteur fa f de t, qui est égal à ça, plus, et ça c'est la partie négligeable devant t moins 1. Voilà. Taylor-Young, on a une fonction de classe cp-1 sur l'intervalle, et fpim de A existe. Alors f de t est égal à la somme de k égale à 1p de fkm de A sur factoriel k x moins a puissance k, plus un terme négligeable devant x moins a à la puissance p. D'accord? Là j'ai mis x, et en fait c'est t. Voilà. Peu importe. Voilà. Et ici j'ai bien mis t. Point régulier, point singulier, IF est toujours un arc paramétré, F est dérivable en T0. Si F' de T0 est différent du vecteur nul, on a affaire à un point, parce que F de T0, lui, il appartient à epsilon. Enfin, à E, pardon. C'est un point régulier, sinon il est singulier. L'arc IF est régulier si F' existe sur I, et que F' de T est différent du vecteur nul, quel que soit T appartenant à I. Tangente en un point régulier, c'est la droite passant par M0 égale F de T0 et deux vecteurs directeurs F' de T0. Tangente en un point singulier, on suppose que P est supérieur ou égal à 2, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. F P-1 unième existe sur I. Alors, F, ce qui veut dire que tous les FK existent, donc F', F deuxième, etc. Et Fpm de T0 existe, donc on est comme quand on avait appliqué Taylor tout à l'heure. Et donc on a ça, Fkm de T0 est égal à 0, quel que soit K allant de 1 à P-1, mais celui-là, il n'est pas nul. La tangente en M0, ça va être la droite passant par M0, de vecteurs directeurs, Fpm de T0. C'est-à-dire que dans cette écriture-là, ou dans celle-là, c'est pareil, il va rester juste, tous les fkm de A sont nuls, alors là j'ai mis T0, mais imaginons c'est A, il va rester juste fpm de A sur factoriel P, T moins A à la puissance P, d'accord, plus un terme négligeable. Voilà. Soit IF, un arc paramétré de classe CP, P supérieur ou égal à 1, un changement de paramètre phi, donc phi c'est une fonction de I vers J, est admissible si phi est un difféomorphisme, donc ça veut dire phi bijectif, phi moins 1 dérivable, de classe CP. Phi moins 1 sont de classe CP. Admissible pour l'arc qui est de classe CP. Alors ça signifie quoi ça? Ça signifie que si je prends G égale F mon phi moins 1, donc qui va de J vers E,
il est de classe CP, puisqu'on compose des fonctions de classe CP. Les arcs IF et JG sont équivalents, puisque F est égal à G rond phi. Et comme phi est de classe CP, on va dire qu'ils sont CP équivalents. Voilà. Donc en fait, on prend un arc IF de classe CP, un arc JG de classe CP. Bon. Ils sont CP équivalents s'il existe s'il existe un homéomorphisme qui soit en fait un difféomorphisme de classe CP qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors, on a ainsi une relation d'équivalence, je ne vais pas le redémontrer, c'est évident, c'est comme les démonstrations qu'on a faites précédemment. Hein. Il faut démontrer réflexivité, symétrie, transitivité, sur l'ensemble des arcs paramétrés de classe CP. Une classe d'équivalence, c'est un arc géométrique de classe CP. Attention, hein, ce sont sur les arcs paramétrés de classe CP. IF1 et JG sont deux arcs paramétrés équivalents de classe C1. FG donc C1, F égale G rho phi, puisqu'ils sont équivalents avec phi de I vers J, homéo de classe C1. Phi conserve les points réguliers. Si T0 appartient à I et que N et le point F de T0 est régulier pour IF, dire que N est régulier pour IF, ça équivaut à dire que M est régulier pour JG. Démonstration. F égale G rond phi, G égale F rond phi moins 1, F' de T0 est égal à phi' de T0 multiplié par G' de phi de T0. Phi moins 1 rond phi est égal à l'identité, donc quand j'applique à T, ben c'est égal à T, et quand je dérive, ça fait 1. Donc phi' de T dérivé de phi moins 1 en phi de T est égal à 1, ce qui implique que phi' de T est différent de 0, quel que soit T. De même, là, en inversant phi et phi moins 1, la dérivée de phi moins 1 en T est différente de 0, quel que soit T. Donc, dire que f' de T0 est égal au vecteur nul, eh bien, ça équivaut à dire que G' en phi de... Enfin, dire que ça, c'est... Puisque ça, c'est pas nul, dire que ça, c'est nul, ça équivaut à dire que ça, c'est nul. D'accord? Voilà. Et donc, dire que ça, c'est pas nul, c'est-à-dire point régulier, ça équivaut à dire que ça, c'est pas nul. Propriété, si gamma est un arc géométrique de classe CP de représentant IF, c'est-à-dire que F est de classe CP, M égale F de T0, T0 appartenant à I, alors quels que soient les entiers K allant de 1 à P, l'espace vectoriel K engendré par F' de T0 ou F seconde de T0 jusqu'à F km de T0 ne dépend pas de la paramétrisation gamma. C'est-à-dire que si j'ai deux arcs équivalents de classe CP, eh bien cet espace-là, cet espace engendré par ces vecteurs-là, cet espace K que j'avais avant, pardon, engendré par ces vecteurs-là, c'est aussi l'espace engendré par les vecteurs G'(U0, Gkm de U0, où M égale G de U0. Démonstration, on montre d'abord que pour N compris entre 1 et P, Fn de T peut s'écrire sous la forme somme de AK de T Gkm en phi de T. Hein, alors, bon, j'ai repris F égale G rond phi, phi de classe CP bien sûr. Où les AJ sont des polynômes en phi' de T, phi jusqu'à phi n de T. Démonstration par récurrence sur N. J'ai vu que F' de T, enfin F est égal à G rond phi. Donc, F' de T est égal à phi' de T, G' en phi de T. Et ça, c'est bien effectivement un polynôme en phi' de T. Supposons que la relation 1 soit vraie. Alors la relation que j'ai appelée 1, c'est en fait celle-là. Soit vraie à l'ordre n. Donc je vais pouvoir la dériver, puisque n est inférieur à p. Alors ça je ne l'ai pas dit, mais c'est n inférieur à p. Donc je dérive. Ça me fait somme de... Alors ça c'est des polynômes, je peux les dériver. Hein, des a'k de t, a'k de t, g km de phi de t, plus
là je dérive, donc ça fait phi prime de t, ak de t, gk plus unième en phi de t. Et là, je vais avoir quoi? Je vais avoir des vecteurs comme ça, et comme ça, des vecteurs en phi de t, hein, des choses comme ça, mais multipliés par des coefficients qui sont à chaque fois des polynômes hein, en phi km de t, enfin en phi jm de t, parce que celui-là c'est un polynôme de ça, d'accord? Donc quand je dérive, ben, ça va donner aussi un polynôme de ça, sauf que je vais plus loin, je vais au rang n plus 1. Et puis ça, ben, c'est un polynôme de ça, bon, multiplié par ça, ça reste un polynôme de ça. Voilà. Donc la proposition est vraie à l'ordre n plus 1, donc toujours vraie. Voilà. Donc maintenant je fixe t0 est égal à phi de t0, et qu'est-ce que je vois? Je vois ici que fn de t0 va se retrouver comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. D'accord? Parce que ça, c'est un nombre réel. Hein. Donc, une combinaison linéaire des vecteurs gkn de phi de t0 pour k allant de 1 à n. D'accord? Et k allant de 1 à n. Et de même, en échangeant f et g, et phi par phi moins 1, je vais avoir aussi, donc là je remplace f par g, je vais avoir que f g n de u0, hein. Donc là j'avais ça, ben, je vais avoir g n de u0, qui est une combinaison linéaire des vecteurs de f km en phi de f km en t0. f km en t0. Ce qui remplace u0, u0 c'est ça, c'est t0. Pour k allant de 1 à n. Voilà. Donc ça explique bien que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs f' de t0 jusqu'à f km de t0, c'est le même que celui qui est engendré par les vecteurs g' de u0 jusqu'à g km de u0. Et le résultat est donc démontré. Soit IF et JG des arcs paramétrés de classe CP équivalents, T0 appartient à I, U0 est égal à phi de T0, F est donc égal à G rond phi, où phi est un homéomorphisme de classe, un difféomorphisme de classe CP de I vers J. Si P est le plus petit entier supérieur ou égal à 1 vérifiant Fpm de T0 est différent du vecteur nul, alors P est le plus petit entier supérieur ou égal à 1, vérifiant Gpm de U0 est différent du vecteur nul. En effet, si on considère n entre 1 et p, Gn de U0, nous l'avons vu, est une combinaison linéaire des f' de T0, f seconde de T0 jusqu'à fn de T0. Mais voilà, p c'est le plus petit entier tel que l'on met ça. Alors moi, là, pour mes n, ils sont inférieurs à p, donc tout ça, c'est nul. Donc j'ai n de u0 est égal à vecteur nul, quel que soit n entre 1 et p strictement. Alors, le sous-espace engendré par ces vecteurs-là, tous composés de vecteurs nuls, sauf celui-là, est égal au sous-espace engendré par ces vecteurs-là, dont on vient de voir que tout cela sont nuls. Donc ça veut dire que Gpm de U0 est différent du vecteur nul et que ces deux-là sont collinaires. Mêmes hypothèses, alors les tangentes en M égale F de T0 égale G de U0 sont les mêmes et indépendantes du paramétrage admissible. Démonstration, dans le cas P supérieur ou égal à 1, F' de T0 et G' de T0 sont collinaires non nuls, donc on a bien les mêmes droites. Si P est supérieur à 1, la tangente pour IF va être M Fpm de T0, ça sera P, c'est le premier, tel que ça, c'est pas nul. Et celle pour JG, bah, ça sera avec le même P. D'accord? Donc ce sont les mêmes parce que ces deux vecteurs-là sont collinaires. Alors, on se place désormais dans le cas où l'espace affine est un plan affine, IF, un arc paramétré de classe C2, T0 appartient à I, M0 égale F de T0, et j'applique
je fais un développement limité, en fait, et j'ai f de t0 plus h qui est égal f de t0 plus h f' de t0 plus h2 sur 2 f seconde en t0 plus h2 sur 2 fois un vecteur qui tend vers le vecteur nul. Supposons, parce que c'est pas du tout automatique, que ces deux vecteurs f' de t0 et f seconde de t0 soient indépendants. Donc ils forment une base du plan vectoriel. Et si j'appelle m f de t0 plus h, j'ai m0m qui est égal à hi plus... alors, je vais appeler epsilon, je vais dire qu'il a des coordonnées x, y, donc des fonctions de h, hein, d'accord, qui tendent vers 0. Donc ici, je vais avoir x h i, donc ça fait h2 sur 2 x h i, d'accord. Et puis je vais avoir en j, je vais avoir h2 sur 2, bien sûr, j. Et puis là, avec epsilon, je vais avoir h2 sur 2 y h j. Donc ça me donne ça. Voilà. Donc j'ai deux coordonnées, en fait, u et v, qui dépendent de h, avec u de h égale h plus une partie négligeable devant h2, v de h égale h2 sur 2 plus négligeable devant h2. Donc on va trouver un h suffisamment petit pour que l'allure de la courbe soit celui-là. C'est-à-dire que ici h change de signe, l'abscisse va changer de signe, d'accord. Alors que là, l'ordonnée ne va pas changer de signe, ça reste positif, d'accord. Donc ça nous fait une allure qui est comme ça. On dit que M0 est un point ordinaire et on va voir ensuite qu'il y a d'autres cas possibles. On généralise ce qu'on a vu précédemment avec deux arcs paramétrés IF, JG, CN équivalent, N supérieur ou égal à 2. Donc, s'il existe un plus petit entier P supérieur ou égal à 1, tel que FPM de T0 soit différent de 0, alors on sait que c'est aussi le plus petit entier N, vérifiant GNM de T0 est différent de 0. On suppose qu'il existe un entier, alors on suppose, parce que c'est pas automatique, qu'il existe un entier N supérieur à P, tel que cet espace engendré par ces vecteurs-là soit de dimension 2. Alors soit Q le plus petit de ces entiers M, alors EQ va être engendré par ces deux vecteurs-là, et Q va être aussi le plus petit entier M, tel que cet espace engendré par ces vecteurs-là soit de dimension 2, et EQ va être engendré par GPM de U0 et GQM de U0. Démonstration, pour P, on a déjà démontré que c'était le même entier qui vérifiait ça et ça. Et on a aussi démontré que cet espace-là, engendré par ces vecteurs-là, c'était celui-là. Alors, cet espace-là, En, en fait, comme les premiers vecteurs sont nuls, jusqu'à point P moins unième de T0, il va commencer à FPM de T0. D'accord ? Et comme les vecteurs sont nuls pour F, ils vont l'être aussi pour les GKM, et donc on a la même chose pour GKM. Voilà. Donc après, le plus petit entier M tel que cet espace-là soit de dimension 2, il faut trouver le premier vecteur qui ne soit pas collinaire à FPM de T0. D'accord ? Et donc ça veut dire qu'avant lui, tous les vecteurs vont être collinaires. Et donc ça va être pareil pour G, parce que de FPM de T0 jusqu'à GKM de T0, jusqu'à FKM de T0, le sous-espace est le même que celui engendré par GPM de U0 jusqu'à GKM de U0. D'accord ? Donc le plus petit entier M tel que la dimension soit 2 va être le plus petit entier M tel que ces vecteurs-là soient indépendants, et c'est le plus petit entier M tel que ces deux vecteurs-là soient indépendants. Donc si on appelle Q cet entier-là, on va avoir EQ qui va être en fait engendré par FPM de T0, GQM de T0, puisqu'entre P et Q, tous les vecteurs vont être collinaires à FPM. Et c'est identique pour G. Voilà. Et donc finalement, pour résumer, on a FMIM de T0 qui va être égal à GMIM de U0 qui sera égal au vecteur nul, quel que soit M inférieur à P. Et entre P et Q, on va avoir FPM de T0 et FMIM de T0 qui seront liés. Donc si on applique la formule de Taylor, on va obtenir quelque chose comme ça. Je ne rentre pas dans les détails, c'est évident. Ça qui tend vers le vecteur nul.
Alors ça va être composé de vecteurs qui sont tous collinéaires à FPIM, hein. Donc et dans lesquels on peut factoriser H à la puissance P. En fait, on pourrait même factoriser H à la puissance P plus 1. Et donc, on a la limite de epsilon 1 de H qui est égale à 0. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce epsilon 1, qui est collinaire à U de H, qui est collinaire à FPIM, il va donc être collinaire à ce que je vais appeler le vecteur I. Alors, là, je pose I égale FPIM de T0, J égale FPIM de T0. Alors là, je vais me situer dans un cas du plan. Hein. Si l'espace est un plan, bah ça va être une base du plan. Et dans cette base du plan, epsilon 1 va avoir comme image x1 et 0, puisqu'il est collinaire à i. À epsilon 2, lui, il a deux coordonnées. Et quand j'écris Taylor, ça me donne ça. Voilà. HP sur factoriel P, I, hein, puisque ça c'est I. Ça c'est J, donc j'ai du HQ sur factoriel QJ. Puis j'ai les termes qui proviennent de epsilon 1 et epsilon 2. Donc j'ai juste celui-là pour epsilon 1 et j'ai ces deux-là pour epsilon 2. Voilà. Alors le terme prépondérant ici, bah, c'est celui-là, d'accord? Ça c'est négligeable devant ça. Et là c'est celui-là. Donc ça va me permettre d'avoir la position de M par rapport à la tangente M0I. Et puis de dire aussi vers quel côté la concavité est tournée. Parce qu'en fait la concavité, on la regarde par rapport au demi-plan de frontière M0I, hein, contenant le vecteur J. Alors ici, par exemple, si P est impair et Q est pair, donc P est impair, H va changer de signe, donc j'ai X qui va changer de signe, mais si Q est pair, le Y, hein, lui, ne va pas changer de signe, il va rester positif. Ma courbe va être comme ça. J'ai un point ordinaire, la concavité est tournée vers J, hein, puisque ce terme-là, voilà, est positif. Ici, P est impair, donc X il change de signe. Mais Y, si Q est impair, Y aussi change de signe. Il passe de négatif à positif. Donc j'ai quelque chose comme ça. J'ai un point d'inflexion. Et là, j'ai un changement de concavité. Parce que quand H est positif, ça c'est positif. Et quand H est négatif, c'est négatif. D'accord? Et voilà. Le plan... ce qui compte, c'est HQJ pour donner la concavité. Alors là, quand P est pair, ben, le X reste toujours positif. Alors si Q est pair, le Y reste positif. J'ai un point de rebroussement de deuxième espèce. La concavité est tournée vers J, puisque HP est positif et HQ aussi. Et si P est pair et que Q est impair, alors là, par contre, ça va changer de signe. D'accord? Donc la concavité est tournée vers J quand H est positif. Et puis elle est tournée vers moins J quand H est négatif. Donc j'ai un point de rebroussement de première espèce avec un changement de concavité.